Bonjour et bienvenue dans la communauté dédiée au Quality Engineering. Lors de notre dernière table ronde, nous nous sommes éloignés des projets, qu'ils soient tactiques ou stratégiques, pour partager autour des capabilities, tant utilisées en architecture, et en partager la pertinence pour l'application à la qualité logicielle. Le résumé de ce contenu est disponible en podcast vidéo et avec un article pour l'ensemble des liens. Une bonne écoute, souscrivez pour suivre les prochains épisodes. Alors, c'est une super évolution par rapport effectivement à la vieille informatique à papa où on a encore beaucoup de silos et effectivement où les développeurs balancent le code par-dessus le mur pour que les testeurs s'en débrouillent à la fin des sprints. Par contre, moi, je vois un truc arriver aussi. Alors, je ne sais pas si vous en avez pas parlé, vous ne l'avez pas évoqué. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit au début, ça fait 30 ans que je suis dans le métier. Et il y a 30 ans, il n'y avait pas de testeur. Il y a 30 ans, un développeur était responsable de la qualité de son code. Et j'ai l'impression qu'à force de faire de la qualité une responsabilité d'équipe, on va peut-être arriver à un moment où peut-être que ça sera plus que la problématique du testeur faire la qualité, que la qualité, ça va être de la stabilité et un sujet pour tout le monde, et que finalement, le testeur va se retrouver cantonné à ses activités de test. Alors, dans test, je dirais plutôt test façon test exploratoire, découverte, mise en évidence des risques, recherche des cas aux extrêmes, pas du tout vérification, non-régression manuelle comme c'est encore trop le cas, parce que ça, pour le coup, normalement, les développeurs, s'ils ont bien fait leurs tests unitaires, ils ont couvert un max de problèmes qui pourraient apparaître quand ils modifient une feature et puis qui pètent un truc. Et donc, mon sentiment, c'est qu'on va se retrouver avec la fonction QA qui risque de disparaître. Et à la limite, c'est pas un mal. On va se retrouver avec des développeurs, des testeurs qui auront vraiment le mindset. Mindset, c'est un mot que j'aime bien aussi. Qui auront vraiment le mindset du testeur, à savoir, je cherche pas à valider que ça marche comme tu m'as dit que ça marche. Non, je vais essayer de casser tes illusions du logiciel parfait et je vais te montrer qu'il y a tout un tas de trucs qui marchent pas. Pour la partie vérification automatique, on a les différentes étapes de tests qui sont dans le pipeline de déploiement. On a les tests, même des tests type Cucumber, Selenium, même les user journées qui peuvent être exécutées automatiquement, qui vérifient que on peut faire un achat sur un site e-commerce, par exemple. Et finalement, on n'attendra pas plus que ça du testeur et on parlera de testeur, on parlera plus de QA, quoi. Je suis il y a eu plusieurs fois le débat sur l'existence et l'utilité du QA testeur, appelons-le un peu comme vous voulez. Mais franchement, je ne pense pas, parce que s'il y a quelque chose que le QA apporte, et c'est pour ça que c'est un bon liant, et c'est pour ça qu'il est polymorphe, c'est qu'il est capable de parler avec un analyste, avec un chef, avec un directeur, avec un développeur. Il est capable de se positionner et de changer sa vue. Mais son objectif, lui, c'est de poser des questions et remettre en question. Si on a un mindset et un état d'esprit d'analyste, de dev, de métier, on a naturellement nos silos. Le QA, il est là pour les casser et pour les remettre en question. Donc peut-être, sûrement, il y a des choses qui vont changer, mais son rôle sera quand même très important, parce que quand on pense à une solution, quand on pense à quelque chose, on oublie des tas de choses que le QA peut ramener et rappeler.
Ah, mais tu vois, dans une équipe DevOps où les gens sont interchangeables, tu n'as plus de QA, quoi. Par contre, tout le monde sait bien que si jamais le pipeline de déploiement il est pété, faut laisser tomber ce qu'on est en train de faire et il faut le réparer, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a des équipes DevOps, DevOps QA, DevQA, SecOps, on les nomme comme tu veux, effectivement. Mais j'ai envie de te dire, ça dépend de l'application et du projet. Des fois, tu n'en as pas besoin. Alors, je vais te dire ce qui me gêne fondamentalement dans cette histoire-là et le fond de ma pensée, c'est que on parle tous de péter les silos et pourtant, à la première occasion, on met notre casquette en disant attention, moi je suis QA. Mais le QA, il est là pour péter les silos. Mais ça ne veut pas dire que le QA ne va pas le mettre. Mais on va l'avoir, le silo. C'est pour ça que dans des organisations de QA, on dit qu'il faut garder ton indépendance. Il faut qu'il y ait un service à part. Il ne faut pas qu'il se joigne aux équipes. Donc, tu as ce débat-là, effectivement, cette… D'organisation presque. Pardon ? Presque d'organisation, enfin comment tu communiques aussi dans… Oui, comment tu synchronisation des acteurs. On retrouve cette logique de lien. Et je ne sais plus ce que c'est la phrase. Il y a une phrase qui était le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. En fait, je pense que pour la QA, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le 21e siècle, il y aura des testeurs où il n'y en aura pas, en fait. Parce que cette logique de qualité, je pense, intrinsèque, là maintenant, les gens, je pense que les gens commencent à le comprendre partout dans le monde. Maintenant, la question, c'est effectivement quelle direction on va prendre. Qu'est-ce qui va matérialiser cette logique de qualité, cette espèce de, je ne sais pas, c'est idéologie, mais cette espèce de drapeau qualité, est-ce que ça va être matérialisé par une équipe qu'on appellera une équipe qualité, ou est-ce qu'au contraire, ça va être l'affaire de tout le monde? Et donc, comme tu disais tout à l'heure, Arnaud, vu que tout le monde aura en tête cette logique de qualité, on n'aura plus besoin de forcément, ou alors on aura besoin de gens qui sont référents sur la practice, peut-être, de l'outillage, du process, du machin, etc. Un peu comme, je pense qu'il y a 40 ans, je suppose, dans des bureaux, on avait toujours des gens qui connaissaient Excel et puis ceux qui ne connaissaient pas, et puis tu avais le mec qui est le préposé à Excel. Tu vois ce que je veux dire? Le préposé au nouvel outil. Maintenant, tout le monde l'utilise. En fait, tu n'as plus besoin de professionnels parce que tout le monde en est un déjà par définition. C'est un peu, je ne sais pas si c'est une image, si c'est une bonne métaphore qui parle assez, mais c'est un petit peu ça en fait. Je pense que cette logique de QA, cette espèce je sais pas le bon terme, d'idéologie, d'intégrer de la qualité dans tout ce qu'on fait, dans la façon dont je m'exprime, dans la façon dont je construis quelque chose, dans la façon dont je communique. Il y a une logique de qualité, donc dans la façon dont je développe, etc. Il y a toujours cette logique de qualité. Maintenant, par qui ça va être incarné? Est-ce que ça va être tout le monde ou ça va être des gens dédiés? Alors, je sais bien que là, je réponds à une question. les deux. Hein. En fait, il n'y aura pas vraiment d'entre-deux. C'était un peu ça mon point, en fait. Mais je pense que ça va dépendre des organisations parce que quand tu regardes, il y a pas mal de boîtes qui laguent, qui sont encore pas passées à l'agile, qui développent encore en cycle en V, en cascade. Est-ce que c'est grave en soi? Non, s'il n'y a pas de problème de compétition et de pression sur le time to market, non. Sauf que généralement, quand ils sont prêts à mettre en prod, ils ont souvent de mauvaises surprises. Quoi. Ça fait un peu mal. Quoi. Nous, les clients parce que je suis d'accord avec toi, Arnaud, il y a des clients qui veulent rester en cycle en V. Okay. Nous, ce qu'on leur dit, alors on va faire du cycle en V agile, c'est-à-dire que nous, on va travailler en agile, on va vous montrer, on va livrer à la fin, comme vous dites, parce que c'est votre cycle qui est comme ça. Mais par contre, on va vous montrer petit à petit ce que ça fait, comment avancer. Et finalement, ces gens-là, ils savent que sur papier, ils sont en cycle en V, mais maintenant, ils aiment énormément l'agilité. Parce que justement, ils voient qu'on communique beaucoup, qu'il y a les QA qui parlent beaucoup avec eux. Et c'est facile, ils ont moins la mauvaise surprise à la fin, en fait. Après, il y avait un truc que tu as dit tout à l'heure, j'ai essayé de rebondir, mais j'allais t'interrompre, ce n'était pas la façon de le faire. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils font de l'agile, alors qu'en fait, ils font du mini-cycle en cascade aussi. Hein. Du mini-V, oui.
Oui, je suis d'accord. Complètement d'accord. Mais moi, franchement, moi, je me suis jamais arrêtée sur une méthodologie. Je me suis rendu compte que je faisais des fois sur des cycles en V, des projets en V, de la meilleure agilité, du meilleur mindset que des projets qui se disaient agiles et qui étaient très rigides. Rigide et pas du tout comme on veut, hein, souple, ouvert d'esprit. Donc, des fois, j'ai retrouvé ce qu'on veut mettre dans l'agile dans le cycle en V. Donc, c'est vrai qu'il y a des significations, il y a des images, mais c'est pas vraiment vrai. C'est pas la méthode n'apporte pas forcément la solution. C'est toujours le mindset et l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'on veut vraiment derrière? Justement, moi, je peux vous poser une question. Pardon, je t'en prie. C'est les humains et les interactions plus que les méthodes, tu vois, c'est la capacité de s'adapter plus aux changements, plus que les relations contractuelles. En fait, il y a énormément de boîtes qui font du Scrum ou du Safe et qui croient qu'ils font de l'agile, alors qu'ils ont juste payé très très cher des consultants pour faire moins bien ce qu'ils faisaient avant, et qui n'auront jamais les capacités parce que culturellement, les gens seraient perdus. Ça correspond tellement pas à ce qu'on leur a appris à l'école que c'est inenvisageable de fonctionner avec des petits incréments. Voilà. Désolé, Yoann. Non, je t'en prie, excuse-moi. Moi, je voulais juste poser une question. Je suis pas. Bon, j'ai beaucoup bossé en agile. Je suis pas forcément un grand défenseur de l'agilité, même si j'ai absolument évidemment rien contre. Et je connais bien les bénéfices. Enfin, je pense à peu près en tirer les bénéfices. Maintenant, j'ai toujours un peu de mal moi, avec l'agilité pour l'agilité, quoi. Tu vois, c'est voilà, c'est comme si on disait ouais, c'est cool d'aller à l'école en skateboard, cool de faire de l'agile. Ouais, bah, en attendant, en voiture, moi, j'y vais plus vite. Donc moi, j'ai toujours essayé d'avoir cette vision pragmatique et en essayant de ne pas trop avoir d'idéologie de faut le faire en agile, faut pas. En plus, agile pour moi, ça fait 15 ans que j'entends ce mot-là, je serais toujours incapable de te donner une définition du truc. Tu vois, donc et moi, du coup, j'avais une question. Est-ce que vous pensez que dans un projet en waterfall, si on intégrait les QA dès l'étape de conception en mode pair, PAIR, de nos business analysts ou de nos MOA, ou appelez ça comme vous voulez, un peu la logique des tres amigos, en fait, vous voyez, même avec un dev, pendant la période de conception, quitte à en construire un petit peu quelque chose en anticipé, est-ce que finalement, ce serait pas un peu de l'agile aussi? Non, parce que c'est déjà ce qui se passe et c'est ce que j'appelais mini cycle en cascade. D'accord. Ça se fait dans pas mal de boîtes, effectivement. Ça ressemble un peu à ça, l'agile, pour pas mal de gens. Non, alors, il y a Deming, qui est Monsieur Qualité, qui a écrit il y a 70 ans. Sans donner, tu es juste un mec de plus avec une opinion. Donc, ce que je pense, que tu penses, finalement, voilà, on n'est pas. C'est dans un contexte, c'est une expérience et tout. Par contre, il y a un machin qui est vachement bien qui s'appelle le State of DevOps, avec une fondation ou je sais pas, une boîte qui a fait des recherches et qui a mis en évidence que toutes les pratiques qu'on associe à l'agilité, donc les petites équipes, des itérations, des petits incréments, de la livraison continue, tout ça, on peut mesurer l'impact de ces pratiques-là sur la performance des équipes. Donc, c'est un machin qui s'appelle State of DevOps. Je crois que la boîte s'appelle Dora. Et en fait, si tu consultes ça, tu verras que c'est pas juste une opinion. C'est sur des milliers d'équipes que la présence ou l'absence de ces activités. Ouais, c'est les capabilities normalement un peu, c'est ça quoi. Ouais. Et du coup, c'est comme tu les appelles, ces capabilities, Antoine. Du coup, est-ce que en fait c'est une question
question, du coup, derrière, comme vous le dites, un peu de mindset, de collaboration et puis de practice, de capabilities, comme toi tu les as appelés qui font potentiellement la réussite d'un projet. Et en fait, on n'est pas plus forcément dans une discussion de agile, pas agile, Scrum, Kanban, safe, pas safe, et j'en passe quoi. En fait, est-ce que la de départ, est-ce que c'est pas d'avoir les bonnes personnes avec le bon mindset et correctement câblées au bon moment? Ouais, pour moi, capabilities, ça rejoint vraiment ça. C'est comme si tu, Ouais. enfin, tu dis, ton Parce que- organisation, ce qu'elle doit faire, c'est produire du logiciel de qualité qui répondent aux enjeux du client, Produire de la etc. valeur. Et du coup, C'est ça. si il te manque ta capabilities de faire des incréments, on va dire, réguliers, tu lises tous les 2 mois, globalement, ton critère, faire des logiciels qui répondent aux besoins des clients, tu risques pas trop d'y arriver, quoi. Parce que ça veut dire qu'en un an, tu te confrontes 6 fois aux clients. C'est pas beaucoup, hein. Donc, l'accès au client, l'accès au client, c'est un prérequis pour faire de l'agilité. Ouais. Si tu as accès à un PO, que tu as un Scrum Master, que tu as un PM, tu as plein de trucs qui font un peu agile, mais tu n'as pas accès au client, quoi. Non, clairement. Pas d'agilité, tu fais du Scrum. C'est pour ça que moi je trouve. Moi j'aime bien me référer à ça, aux capabilities, c'est le truc d'architecture, etc. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est un peu moins comme c'est pas lié aux stratégies. Parce que stratégie, ça peut être volatile. Tu te dis, cette année, on va faire le projet stratégique, je sais pas, on va mettre en place une plateforme CI/CD, j'en sais rien, etc. Tu te rends compte que c'est pas ça qu'il fallait faire. Enfin, ça, tu peux changer. Mais je trouve que capabilities, c'est quand même beaucoup plus long terme. Et ça englobe. T'as l'organisation, les processus, les outils, c'est un tout que tu dois faire pour à la fin réussir à avoir une capability qui fonctionne. Et je trouve que c'est intéressant, ça équilibre beaucoup plus les perspectives, quoi. Et c'est plus c'est comme je sais plus les auteurs qui mettent ça, etc., mais qui mettent les gens qui ont plus de résultats dans la vie, etc. Ou je sais plus si on est le résultat de son système ou un truc comme ça, je sais plus c'est quoi le dicton. Mais en gros, c'est un peu ça pour moi. C'est si une entreprise, pour moi, la performance de l'entreprise, elle est beaucoup liée à la performance de ses systèmes. Et déjà, est-ce qu'elle a un système de production logicielle de qualité, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien réfléchir avec ce prisme-là, quoi. Donc, je trouve ça intéressant. Bon, après, c'est peut-être plus obscur à communiquer. Enfin, en tout cas, on peut vite passer pour un extraterrestre ou parler un peu chinois, parler de capabilities, de livraison, de machin, etc. Mais je trouve en lecture, je trouve ça intéressant. Parce que c'est vrai que tu vois le state of DevOps, etc., il montrait, les entreprises qui arrivent qui ont X compétences, et puis ils font les corrélations. Une fois que tu arrives à avoir, je sais plus, 6 des 10 compétences, etc., ta performance augmente de je sais pas combien des produits que tu livres, etc. Donc moi, je trouve ça intéressant il faudrait qu'on fasse ça pour la qualité logicielle. Tu peux vite faire l'inventaire, hein, mais c'est des trucs dont on a déjà parlé, mais le simple fait, par exemple, que le code et l'infrastructure soient versionnés, par exemple. C'est des trucs qui te permettent du coup de faire un rollback si tu t'es planté. Si c'est pas versionné, si à chaque fois que tu déploies une machine, il faut qu'il y ait un mec qui soit là pour appuyer sur les boutons, c'est compliqué de faire de la qualité, quoi. Et les nouvelles technologies aussi qui nous permettent de renforcer ces aspects-là aussi. Il y avait des secteurs qui étaient beaucoup plus avancés, comme les secteurs de la finance. Je ne sais pas si vous en avez fait un petit peu, mais ils ont un monde qui s'appelle la FinTech. Donc, c'est vraiment les technologies financières très, très pointues. Et à l'époque, on faisait du DevOps alors que sans mettre le mot dessus. On faisait du versionning sans... Il y avait des choses qui étaient faites et qui finalement, même aujourd'hui, se généralisent. C'est quand à l'époque? Parce que moi, j'ai bossé pour Crédit Suisse à Zurich en 2006. Et je peux te dire que les mises en prod, c'était tu commandais une pizza pour l'équipe et tu passais toute la nuit à surveiller que ton déploiement, il se passait bien, quoi. C'était pas vraiment DevOps. Nous, on faisait du DevOps comme ça. C'était en 2010, 2008, avec la crise. Ouais, c'était avec la crise. 2008-2009. Mais c'est sûr que tu n'as jamais le système parfait. Tu as toujours des couacs un peu partout. Mais comme disait Johan, et je suis d'accord avec vous tous finalement, hein, c'est ce mindset, les bonnes personnes, les bonnes compétences et le mindset. Travailler ensemble. Maintenant, travailler ensemble, si tu es...
opérationnel, dev. Moi, je ne veux pas forcer parce qu'il y a des gens qui disent DevOps, ben, c'est des développeurs, les opérationnels. Il n'y a ni de sécurité, tuer là-dedans, ni personne. Donc, tu te retrouves avec des situations un peu bizarroïdes, un peu qui ne servent à rien. Faire du DevOps, OK, mais si vous n'incluez pas les QA, ça ne sert à rien. Donc, parce que les capacités du QA, elles sont censées être dans l'équipe, mais il n'y a pas une seule personne qui les a. Mais tout le monde a écrit des tests. Ils n'ont pas compris encore. Ouais, non, mais il y a beaucoup de gens qui te disent ça marche pas, parce que ce que j'en ai compris, ça peut pas marcher. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, vraiment testé, qui n'ont pas donné leur chance au concept et qui disent l'agile, comme tu disais, l'agile, moi c'est un monstre avec un bras ici, un œil là, j'en veux pas. Ça marche pas, ça peut pas marcher chez nous. Non. Mais là, ça marche bien ensemble. En fait. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!